Laisse juste faire le temps. Elle veut tellement un bébé. Elle gobera n'importe quoi, même mes mensonges. Émilie se figea devant la porte de son bureau, le test positif tremblant dans sa main, car ce n'était pas un appel professionnel. C'était son mari qui riait avec une autre femme, puis la maîtresse murmura. « Alors, quand vas-tu enfin la quitter ?» À cet instant, Émilie réalisa que la surprise de la grossesse n'était pas le choc de la journée. Ce qu'elle venait d'entendre l'était, mais ce qu'elle fit ensuite le brisa complètement. « S'il vous plaît, installez-vous confortablement, détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. » Émilie avait déjà fait des tests de grossesse auparavant, toujours avec le même rituel tranquille et la même déception silencieuse, mais ce matin-là semblait différent. Elle s'était réveillée avant son réveil, la lumière matinale touchant à peine les rideaux, le cœur battant déjà la chamade comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle se déplaça prudemment, presque avec révérence, dans le petit appartement qu'elle partageait avec Jason, en veillant à ne pas le réveiller. Le carrelage de la salle de bain était froid sous ses pieds alors qu'elle suivait les instructions d'une main tremblante. Puis elle attendit. 30 secondes lui parurent une éternité. Elle fixait la petite fenêtre sur le bâtonnet, ayant peur d'espérer, ayant peur de ne pas le faire. Quand la deuxième ligne apparut, faible mais indubitable, son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle couvrit sa bouche pour étouffer le sanglot qui tentait de s'échapper. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle s'affaissait sur le bord de la baignoire. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Nous avons réussi. » Pendant plus d'1 an, ils avaient essayé, les visites chez le médecin, les plannings, les chagrins silencieux chaque mois. Jason avait toujours été d'un grand soutien, la serrant dans ses bras quand elle pleurait, disant que cela arriverait quand ce serait le moment. Et maintenant, c'était le cas. Elle essuya son visage et rit doucement, la joie bouillonnant en elle comme la lumière du soleil perçant les nuages. Elle imagina le visage de Jason quand il la prendrait, la façon dont ses yeux s'écarquilleraient, la façon dont il la prendrait dans ses bras. Elle voulait voir ce moment, le ressentir pleinement. Elle décida donc de ne rien lui dire au petit déjeuner. Au lieu de cela, elle replaça soigneusement le test dans son emballage, puis trouva une petite boîte cadeau qu'ils avaient utilisée autrefois pour l'anniversaire d'un ami. Elle la tapissa de papier de soie et y ajouta un minuscule body pour bébé qu'elle avait secrètement acheté des mois auparavant lors d'une journée pleine d'espoir. Il était blanc avec de petites étoiles jaunes. Elle le serra contre sa poitrine un instant, submergée par l'émotion. Au petit déjeuner, Jason était pressé comme d'habitude, nouant sa cravate tout en avalant son café. « Grosse réunion aujourd'hui, dit-il, je risque de rentrer tard. » Émilie sourit, gardant son secret. « Bonne chance, » répondit-elle en se penchant pour l'embrasser. « Tu vas assurer. » Après son départ, elle appela l'école pour dire qu'elle était malade, prétextant une migraine. Elle voulait que cette journée soit pour eux. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe bleue douce que Jason aimait. Pendant le trajet jusqu'à son bureau, elle répéta ce qu'elle allait dire. Peut-être qu'elle lui tendrait la boîte sans un mot. Peut-être qu'elle dirait « Ouvre-la, papa ». Cette pensée la fit glousser à travers de nouvelles larmes. Elle se gara devant le bâtiment moderne en verre où Jason travaillait comme chef de projet. Ses mains tremblaient de nouveau, mais cette fois d'excitation. Elle entra, souriant poliment à la réceptionniste qui la connaissait grâce aux événements de l'entreprise. « Je suis juste là pour voir Jason 1 minute, dit-elle. La réceptionniste hocha la tête. Il est dans son bureau. Émilie descendit le couloir, le cœur battant plus fort à chaque pas. Sa porte était fermée. Elle leva la main pour frapper, puis s'arrêta en entendant des voix à l'intérieur. La voix de Jason, et celle d'une femme. Elle fronça les sourcils, se penchant légèrement. Peut-être une collègue, elle ne voulait pas déranger, mais quelque chose dans le ton la fit rester immobile. Jason semblait tendu, pas professionnel. « Je te l'ai dit, donne-moi juste un peu plus de temps, » dit-il doucement. La voix de la femme suivit, serrée par l'émotion. « Tu dis ça depuis des mois. » Le sourire d'Émilie s'effaça lentement. La boîte cadeau parut soudain lourde dans ses mains. Elle resta là, figée, alors que la joie commençait à quitter son corps, remplacée par une confusion froide qu'elle ne pouvait pas encore nommer. La respiration d'Émilie ralentit jusqu'à presque s'arrêter. Elle ne bougeait pas, craignant que le bruit de ses talons ne la trahisse. À l'intérieur du bureau, la femme reprit la parole, la voix tremblante. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, Jason. Me cacher,
attendre que tu la quittes. Les mots frappèrent Émilie comme un coup physique. La quitter, ses doigts se resserrèrent autour de la boîte jusqu'à ce que les bords s'enfoncent dans sa peau. Jason soupira, non pas le soupir d'un homme niant une accusation, mais le soupir d'un homme fatigué. C'est compliqué, dit-il. Tu le sais. Ce n'est pas compliqué, rétorqua la femme. Tu es marié et tu n'arrêtes pas de promettre que c'est presque fini. La vue d'Émilie se brouilla. Elle s'appuya contre le mur, de peur que ses genoux ne lâchent. Marié, promesse, presque fini. Elle eut l'impression d'être sortie de son propre corps, regardant cela arriver à quelqu'un d'autre. Jason baissa la voix mais elle l'entendit quand même. J'ai juste besoin de plus de temps. Je ne veux pas la blesser. Un rire amer et silencieux monta dans la poitrine d'Émilie. Trop tard. La femme parla plus doucement maintenant. Et qu'en est-il de moi? Un silence suivit. Épais et lourd. Émilie n'attendit pas d'en entendre plus. Elle recula lentement, puis se retourna et descendit le couloir sur des jambes tremblantes. La réceptionniste leva les yeux à son passage. Tout va bien? Émilie força un petit sourire. Il est occupé. Je reviendrai une autre fois. Dehors, l'air semblait trop vif, trop bruyant. Elle monta dans sa voiture et ferma la porte, relâchant enfin le souffle qu'elle avait retenu. Puis les larmes vinrent, rapides et irrépressibles. Elle se pencha en avant sur le volant, sanglotant doucement pour que personne ne l'entende. La boîte glissa de ses genoux sur le siège passager. Le couvercle s'ouvrit, révélant le minuscule body. Elle le fixa à travers ses larmes. « Comment as-tu pu » murmura-t-elle. Sans savoir si elle parlait à Jason ou au destin. Le trajet de retour se passa dans un brouillard. Au feu rouge, elle s'essuyait le visage, essayant de se ressaisir. Elle rejouait chaque souvenir récent. Les nuits tardives. Le regard distant dans ses yeux parfois. Elle avait mis ça sur le compte du stress au travail. De retour chez elle, elle posa la boîte sur la table de la cuisine et s'assit en face. Des heures passèrent. Elle ne mangea pas, elle ne bougea pas. Elle réfléchit, tout simplement. Quand la porte s'ouvrit enfin ce soir-là, Jason entra en desserrant sa cravate. « Salut !» lança-il. Longue journée. Émilie leva les yeux vers lui. Il sourit. Ignorant de tout. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il en s'approchant pour l'embrasser sur le front. Elle se laissa faire, le corps raide. « Bien, dit-elle. » Sa propre voix lui parut étrange. Il continua de parler du travail, des embouteillages, de rien du tout. Elle le regardait, étudiant son visage comme si elle le voyait pour la première fois. Cet homme qu'elle aimait. Cet homme qui venait de dire à une autre femme qu'il la quitterait. Elle avait envie de crier. Au lieu de cela, elle se leva et alla dans la cuisine. « Je suis fatiguée, dit-elle. Je crois que je vais me coucher tôt. »« D'accord, » répondit-il, ne remarquant pas la tempête derrière son calme. Cette nuit-là, Émilie resta éveillée à côté de lui, écoutant sa respiration. Une main posée sur son ventre. Sa joie du matin semblait appartenir à une autre vie. Elle ne l'affronta pas. Pas encore. Elle avait d'abord besoin de tout savoir. Le lendemain matin, Émilie se réveilla de nouveau avant Jason, mais cette fois sa poitrine était lourde. Pas pleine d'espoir. Elle le regarda dormir un instant, se demandant comment quelqu'un pouvait avoir l'air si paisible tout en portant un tel secret. Quand il partit travailler, elle agit avec une détermination silencieuse. Elle avait attendu d'entendre couler la douche la veille au soir et avait mémorisé le code de son téléphone, une chose dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. À présent, elle ouvrit son téléphone avec des mains tremblantes. Les messages. Elle chercha la moindre chose inhabituelle. La plupart des conversations semblaient normales jusqu'à ce qu'elle envoie une enregistrée sous le nom de travail. La conversation était prudente mais intime. Petit mot tard le soir. Tu me manques. À bientôt. Émilie déglutit difficilement. Lorraine, peut-être. Elle prit des photos des messages avec son propre téléphone, le cœur battant. Elle détestait faire ça, détestait se sentir comme une espionne dans son propre mariage, mais elle avait besoin de preuves. Plus tard dans la journée, elle s'assit en face d'une détective privée dans un petit bureau qui sentait le café et le papier. « J'ai juste besoin de la vérité »
dit-elle en faisant glisser une photo imprimée de Jason sur le bureau. La détective, une femme calme d'âge mûr nommée Carla, hocha la tête. Nous allons découvrir ce qui se passe, dit-elle. Mais préparez-vous, parfois savoir fait plus mal. Ne pas savoir fait encore plus mal, répondit Émilie. Les jours se transformèrent en un flou de faux-semblants. Elle riait aux blagues de Jason, préparait le dîner, posait des questions sur ses réunions. À l'intérieur, elle avait l'impression d'être faite de verre. Elle commença un journal, écrivant tout le soir. Pas seulement les faits, mais ses sentiments. Je ne sais pas dans quel genre de monde je t'amène, écrivit-elle un soir. Sa main posée sur son ventre encore plat. Mais je te promets que je te protégerai. Une semaine plus tard, Carla l'appela. Nous avons des photos, dit-elle doucement. Émilie la retrouva dans le même bureau. Les images étalées sur le bureau racontaient une histoire claire. Jason et une femme blonde se tenant la main devant un restaurant. Eux en train de rire à un café, entrant ensemble dans un hôtel. Émilie fixa les photos jusqu'à ce qu'elles ne lui paraissent plus réelles. Son nom est Lorraine, ajouta Carla. Ils se voient régulièrement depuis des mois. Des mois. Émilie ferma les yeux, respirant lentement pour ne pas s'effondrer devant une étrangère. Merci, dit-elle doucement. Elle sortit avec l'enveloppe coincée sous le bras, ayant l'impression d'y porter les restes de son mariage. Ce soir-là, Émilie ne fit pas semblant. Quand Jason rentra, elle était assise à la table de la salle à manger, l'enveloppe devant elle. « Il faut qu'on parle, dit-elle. » Sa voix était calme, presque douce. Jason s'arrêta, sentant le changement. « D'accord. » Elle fit glisser les photos vers lui, une par une, son visage perdit toute couleur. « Son nom est Lorraine, dit Émilie. »« Depuis combien de temps ?» Il s'effondra sur une chaise. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. » Ce n'est pas une réponse. Il se frotta le visage. « Presque un an. » Les mots firent l'effet de poignard, mais Émilie resta impassible. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Jason avait l'air brisé à présent. Je me sentais perdu, comme si nous essayions et échouions et que tout n'était que pression. C'était facile de parler avec elle. Émilie expira lentement. « Je suis enceinte, dit-elle. » La pièce devint silencieuse. Jason releva brusquement la tête. « Quoi ? » Je l'ai découvert hier. Je suis venu à ton bureau pour te faire la surprise. Les larmes montèrent à ses yeux. Émilie, je t'ai entendu. Continua-t-elle. À travers la porte. Il se cacha le visage dans les mains. Je suis tellement désolé. Elle attendit. Il y avait autre chose. Elle pouvait le lire sur son visage. Finalement, il reprit la parole. Sa voix à peine audible. Lorraine est enceinte aussi. Émilie sentit le monde basculer, mais elle s'agrippa au bord de la table et resta droite. Elle hocha lentement la tête, comme si elle assimilait un fait simple. C'est donc ça la vérité, dit-elle. Jason chercha à prendre sa main, mais elle la retira. Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Elle se leva, plaçant une main sur son ventre. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir clairement pour mon enfant. Jason pleurait ouvertement à présent, mais Émilie se sentait étrangement calme. La tempête l'avait déjà traversée. Ce qui restait, c'était la clarté. Nous parlerons de ce qui se passera ensuite, dit-elle. Mais ce soir, je vais chez ma sœur. Elle sortit avec son sac, le poids dans sa poitrine, lourd mais stable. Sachant que l'illusion avait enfin disparu. Émilie resta dans l'appartement de sa sœur Anna les 3 premières nuits. Non pas parce qu'elle craignait que Jason ne la blesse. Mais parce qu'elle ne se faisait pas confiance pour rester calme dans la même pièce que lui. Anna ne la pressa pas de questions au moment où elle entra. Elle prit simplement le sac d'Émilie, la serra dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude, et lui dit « Tu as l'air de porter une montagne. Assieds-toi. » Émilie s'assit, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur la moquette comme si le motif pouvait la maintenir en un seul morceau. Quand elle parla enfin, sa voix paraissait plate, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il voit quelqu'un depuis presque un an. Le visage de Anna se crispa. Jason ? Émilie hocha la tête une fois. Anna se leva si vite que sa chaise racla le sol. Non, c'est impossible.
Le rire d'Émilie sortit sans une once d'humour. C'est possible. C'est réel. Et elle est enceinte. Il me l'a dit ce soir. La main de Anna vola à sa bouche. Pendant un instant, elle eut l'air de vouloir pleurer, puis la colère prit le dessus. Il a perdu la tête. Émilie leva la main, paume vers le bas, comme si elle essayait d'imposer le calme à cet instant. « S'il te plaît, ne va pas le voir, dit-elle. Pas encore. J'ai besoin que tout soit propre, contrôlé. Contrôlé, répéta Anna, incrédule. Émilie déglutit. Je suis enceinte aussi. Les yeux de Anna s'écarquillèrent. La fureur sur son visage laissant place au choc et au chagrin. Elle s'accroupit devant Émilie, lui prenant doucement les mains. Et aime, ô mon Dieu. Les yeux d'Émilie se remplirent enfin de larmes. Je l'ai découvert le même jour que j'ai découvert pour elle. Anna lui serra les doigts. Tu n'es pas seule, d'accord? Tu m'entends? Tu n'es pas seule. Émilie hocha la tête, mais la vérité était qu'elle se sentait seule d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'était pas la solitude d'être physiquement seule. C'était la solitude de réaliser que la personne à côté de vous était un étranger depuis des mois. Jason appela le lendemain matin. Émilie regarda l'écran vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il rappela. Elle laissa sonner. Puis il envoya un SMS, « S'il te plaît, parle-moi. Je suis en train de devenir fou. » Émilie retourna le téléphone face contre table et alla dans la cuisine préparer un thé qu'elle ne but pas. Anna la regardait avec des yeux inquiets. « Tu n'es pas obligé de répondre, dit-elle. » Émilie garda la voix basse. « Je ne peux pas le laisser m'entraîner dans ses émotions. Pas maintenant. » Mais au 4e jour, les messages changèrent. Il devint moins suppliant et plus pressant, comme s'il avait décidé que l'urgence pouvait remplacer la responsabilité. « Nous devons régler ça. Pouvons-nous nous voir? Nous ne pouvons pas nous éviter éternellement. » Émilie sentait son estomac se nouer chaque fois qu'elle les lisait. Le bébé ressemblait à un secret fragile à l'intérieur d'elle. Quelque chose qu'elle devait protéger du stress, du choc, des bords tranchants de ce qui se passait. Elle arrangea une rencontre dans un lieu neutre, un café ouvert près d'un parc en milieu d'après-midi quand il n'y avait pas trop de monde. Anna proposa de venir et de s'asseoir à proximité. Émilie refusa. « J'ai besoin de faire ça moi-même, dit-elle. J'ai besoin de savoir que je peux tenir sur mes propres jambes. » Jason arriva en avance. Quand Émilie entra, il se leva si vite que sa chaise manqua de basculer. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges. Sa barbe, d'habitude soignée, était mal rasée. Il fit un pas vers elle. « Émilie », elle leva la main. « Ne me touche pas », il se figea, déglutissant avec difficulté. « D'accord, d'accord. » Ils s'assirent face à face. Pendant un moment, ils fixèrent simplement la surface de la table entre eux. L'espace rempli de tout ce qu'ils ne disaient pas. Jason prit la parole en premier, la voix tremblante. « Je suis désolé, je te le jure, je suis désolé. » Émilie garda un ton mesuré. « Tu es désolé d'avoir été pris. Tu allais me quitter, Jason. Je t'ai entendu. » Son visage se crispa. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. » Les yeux d'Émilie se plissèrent. « Alors explique. » Il passa une main dans ses cheveux. « J'essayais de trouver un moyen de le faire sans te détruire. » Émilie se pencha légèrement en avant. « Tu m'as détruite de toute façon. Lentement. Chaque jour, tu rentrais à la maison et tu me souriais en face. » Les yeux de Jason s'embuèrent de larmes. « Je me déteste pour ça. » « Te détester ne répare pas ce que tu as fait, » dit Émilie. Elle parlait comme une enseignante corrigeant une mauvaise réponse. Calme, parce que le calme était le seul moyen de ne pas voler en éclats. « Dis-moi la vérité. » Tout. Pas d'excuses, juste les faits. Jason expira. Ça a commencé au travail. Lorraine était dans mon département. On était sur un projet ensemble. On parlait beaucoup. Toi et moi, on avait des difficultés. On essayait, on échouait, on essayait encore. Je me sentais inutile. La mâchoire d'Émilie se contracta. Alors tu as cherché du réconfort ailleurs. Il hocha misérablement la tête. Oui. Je ne l'ai pas planifié. C'est juste arrivé.
Le regard d'Émilie lança des éclairs. Ça ne juste arrive pas pendant un an. Jason tressaillit. Je sais. Je sais. Elle le regarda fixement. Attendant. Il continua. Baissant la voix. Lorraine savait que j'étais marié. Je lui ai dit que toi et moi, c'était quasiment terminé. Qu'on se dirigeait vers un divorce. Je pensais que si je le disais à voix haute, ça deviendrait vrai. Les doigts d'Émilie s'enfoncèrent dans sa paume sous la table. Alors tu nous as menti à toutes les deux. Jason hocha de nouveau la tête. Baissant les yeux. Oui. Émilie laissa s'installer un silence jusqu'à ce qu'il lève les yeux. Désespérée. Et quand est-elle tombée enceinte, demanda Émilie. La gorge de Jason se serra. Il y a quelques mois. L'estomac d'Émilie se retourna. Et tu ne me l'as pas dit. Comment aurais-je pu? Murmura-t-il. Tu aurais pu arrêter, dit Émilie. Tu aurais pu avouer. La voix de Jason s'éleva légèrement. J'avais peur. J'essayais de gérer ça. Le rire d'Émilie fut cinglant. Gérer ça comme si c'était un emploi du temps. Une serveuse s'approcha et Émilie commanda de l'eau. Jason ne commanda rien. Il avait l'air de ne pas pouvoir avaler. Émilie posa ses deux mains sur la table, s'ancrant dans le présent. Voici ce qui va se passer. Je ne reste pas dans ce mariage avec toi. Je ne partage pas ma vie avec quelqu'un qui peut garder une seconde vie cachée comme si de rien n'était. Le visage de Jason s'effondra. Émilie, s'il te plaît. Je vais y mettre fin. Je ferai une thérapie. Je changerai de travail. Arrête. Dit doucement Émilie. Mais cela le transperça. Tu as déjà fait des choix. Maintenant, je fais les miens. Il cligna rapidement des yeux. Et notre bébé? La voix d'Émilie ne trembla pas. Je protégerai mon enfant. J'élèverai mon enfant dans la stabilité. Cela n'implique pas d'être marié avec toi. Si. Jason tendit la main par-dessus la table puis s'arrêta. Je veux être père, dit-il. La voix enrouée. Je veux bien faire les choses pour toi et pour le bébé. Émilie hocha lentement la tête, reconnaissant la déclaration sans apporter de réconfort. Alors tu le feras correctement. Légalement. De façon structurée. Pas de jeux émotionnels. Pas d'apparition soudaine. Pas d'excuses au beau milieu de la nuit. Ses yeux cherchèrent son visage comme s'il espérait y trouver de la clémence. Ne pouvons-nous pas au moins essayer de surmonter ça? Émilie prit une lente inspiration. Jason, tu n'as pas juste trompé. Tu as construit une autre vie. Tu avais prévu de me quitter. Tu allais m'abandonner sans me dire que j'étais enceinte parce que tu ne le savais même pas. Tu étais prêt à prendre des décisions concernant mon avenir sans mon consentement. Elle marqua une pause. Ce genre de trahison ne se rafistole pas. On nettoie tout et on avance. Les épaules de Jason s'affaissèrent. Alors c'est fini. Émilie hocha la tête une fois. C'est fini. Lorsqu'elle se leva pour partir, elle sentit la pièce vaciller une seconde, mais elle se stabilisa. Jason leva les yeux vers elle, la voix brisée. Tu me détestes? La réponse d'Émilie fut honnête. Je n'ai pas de place pour la haine. J'ai un bébé. J'ai ma propre vie. J'ai mon travail. J'ai ma guérison. La haine serait une autre façon de te laisser vivre en moi. Elle prit son sac. Je ne ferai pas ça. À l'extérieur, l'air était frais. Émilie marcha jusqu'à sa voiture la tête haute, même si sa poitrine lui faisait si mal qu'elle semblait contusionnée. Elle s'assit au volant et s'autorisa une longue expiration. Elle n'allait pas bien, mais elle y voyait clair. Et la clarté était la première forme de force à laquelle elle pouvait s'accrocher. Lorraine ne répondit pas au premier message. Émilie le garda court, précis, sans émotion. Nous devons parler. C'est au sujet de Jason. S'il te plaît, réponds. Elle fixa l'écran ensuite, s'attendant à de la colère ou du silence, peut-être même de la cruauté. Au lieu de cela, 1 heure plus tard, une réponse arriva. Je te rencontrerai. Où? Émilie le relut 3 fois, surprise de sa simplicité. Pas de comportement défensif, pas d'insulte, pas de « ne me contacte plus ». Juste un accord.
Pourtant, son estomac se noua alors qu'elle tapait un lieu en réponse. Un café calme à l'autre bout de la ville, éclairé par de grandes fenêtres, le genre d'endroit qui semblait sûr parce que tout y était visible. Le matin de la rencontre, Émilie resta longtemps devant le miroir, attachant soigneusement ses cheveux, essayant de se donner l'air posé. Elle ne le faisait pas pour Lorraine. Elle le faisait pour elle-même. Elle avait besoin d'entrer dans la pièce comme une femme maîtresse d'elle-même, et non comme quelqu'un qui mendiait des miettes de vérité. Anna la conduisit, malgré les protestations d'Émilie. « Je n'entrerai pas, » dit Anna, les mains serrées sur le volant, « mais je ne te laisse pas faire ça toute seule. Je serai juste là. Si tu sors et que tu as besoin de moi, je suis là. » Émilie hocha la tête, reconnaissante. « Merci. » À l'intérieur du café, Émilie choisit une table près de la fenêtre. Ses mains étaient stables autour de sa tasse d'abord, mais son cœur continuait de battre la chamade. Quand Lorraine arriva, Émilie la reconnut instantanément grâce aux photos. Elle était plus jeune que ce qu'Émilie imaginait, fin vingtaine, peut-être. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval basse. Elle portait un simple gilet sur une robe ajustée. Il n'y avait aucun glamour, aucune assurance dramatique. Ses yeux balayèrent nerveusement la pièce jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur Émilie. Lorraine s'arrêta un instant, puis s'avança lentement. « Émilie » demanda-t-elle. Émilie hocha la tête. « Lorraine. » Lorraine s'assit, les mains fermement jointes sur la table. Son visage avait l'air fatigué. « Je ne savais pas à quoi m'attendre, » dit-elle doucement. Émilie garda une voix neutre. « Moi non plus. » Elles restèrent assises en silence un moment. Le poids des mensonges de Jason pesant entre elles comme une troisième personne. Le regard de Lorraine passa des mains d'Émilie à son visage. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle, et la question semblait sincère, pas polie. Émilie laissa échapper un petit souffle. « Non, mais je fonctionne. » Lorraine hocha la tête comme si elle comprenait cette sorte de stabilité forcée. « Je suis désolée, » dit-elle. « Je sais que tu me détestes probablement. » Émilie l'étudia. « Je ne te connais pas assez bien pour te détester, » répondit-elle. « Mais je suis en colère contre ce qu'on m'a fait. » Les yeux de Lorraine brillèrent. « Moi aussi. » Les sourcils d'Émilie se froncèrent. « Dis-moi ta vérité, » dit-elle. « Depuis le début, j'ai besoin de savoir ce qu'il t'a dit. » Lorraine déglutit. « Il a dit que vous étiez séparés, pas légalement, mais émotionnellement. Il a dit que vous restiez ensemble parce que c'était compliqué, à cause de l'argent, de la famille et de ton travail. Il a dit que tu ne l'aimais plus. » La bouche d'Émilie se crispa. « C'est ce qu'il a dit. » Lorraine hocha rapidement la tête, comme si elle avait besoin qu'Émilie croie qu'elle n'inventait rien. « Je lui ai demandé plus d'une fois. J'ai dit, pourquoi vivez-vous toujours ensemble ? Il a dit qu'il dormait sur le canapé. Il a dit que vous étiez fondamentalement des colocataires. » Elle baissa les yeux, la voix tremblante. Je l'ai cru. Les mains d'Émilie se serrèrent sous la table. « Il rentrait à la maison dans mon lit, » dit-elle. Les mots sortirent doucement, mais acérés. Le visage de Lorraine s'effondra. « Mon Dieu !» Émilie poussa plus loin. « Et depuis combien de temps ?» La voix de Lorraine était à peine audible. « Environ 1 an. » Émilie hocha lentement la tête. La durée correspondait. Le mensonge avait été cohérent. C'est ce qui faisait le plus mal, sa précision. Lorraine continua, se précipitant maintenant. Il a toujours dit qu'il allait déposer les papiers, qu'il avait juste besoin du bon moment. Je lui ai dit que je ne pourrais pas faire ça éternellement. Ses yeux lancèrent un éclair de blessure. Je lui ai donné des ultimatums. Il paniquait, promettait, pleurait, puis rien. Émilie la regarda. « Alors tu as fait pression pour qu'il me quitte. » Les épaules de Lorraine s'affaissèrent. « Oui, parce que je pensais que j'attendais quelque chose de réel. Je ne pensais pas voler la vie de quelqu'un. » Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Je n'aurais pas fait ça si j'avais pensé que tu étais réellement toujours impliqué. Si j'avais su que tu essayais d'avoir un bébé avec lui. » La poitrine d'Émilie se serra. « Je suis enceinte, » dit-elle. Le souffle de Lorraine se coupa. Sa main vola instinctivement à son ventre, comme si cette annonce rendait sa propre grossesse plus lourde. « Oh mon Dieu !» Émilie l'observa attentivement. « Il ne te l'a pas dit. »
Lorraine secoua la tête, les yeux écarquillés. Non, il m'a dit que tu ne voulais pas d'enfant. Il a dit que tu te concentrais sur ta carrière. Émilie ressentit une vague de rage si forte. Ça lui donna presque le vertige. L'audace de la chose. La façon dont il la façonnait selon l'histoire dont il avait besoin. La voix de Lorraine tremblait. Je suis enceinte aussi, dit-elle doucement comme si elle confessait un crime. Je sais, répondit Émilie. Il me l'a dit. Lorraine regarda fixement la table. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-elle. Ce n'était pas prévu. La voix d'Émilie resta contrôlée mais ses yeux étaient durs. Rien dans tout cela n'était prévu, à part le mensonge. Lorraine hocha la tête, les larmes coulant enfin. Je me sens malade. J'ai l'impression de vivre dans un brouillard. Elle leva les yeux. Veux-tu me crier dessus? Parce que je le mérite. Émilie secoua la tête une fois. Je suis venue ici parce que j'avais besoin de vérité. Et parce que j'avais besoin de savoir si tu savais pour moi. Pour nous. Lorraine s'essuya rapidement le visage. Je ne savais pas, je le jure. Émilie soutint son regard, cherchant des signes de manipulation. Mais ce qu'elle vit, c'était une détresse authentique. Alors nous sommes toutes les deux victimes du même homme, dit Émilie. Et le fait de l'entendre à voix haute rendit la situation plus claire. Lorraine tressaillit. Ça a l'air affreux. Ça l'est, dit Émilie, puis elle s'arrêta. Mais nous ne sommes pas impuissantes. Les yeux de Lorraine se levèrent à nouveau. Incertain. Qu'est-ce que tu vas faire? Émilie prit une lente inspiration. Je me sépare. Je parle à une avocate. La coparentalité sera structurée. Tout par écrit. Lorraine déglutit avec difficulté. Il m'a dit qu'il voulait être avec moi, avoua-t-elle. Il a dit qu'une fois le divorce prononcé, nous pourrions construire quelque chose. L'expression d'Émilie ne changea pas, mais sa voix se fit plus tranchante. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. Il t'a dit qu'il voulait construire un avenir. Ce ne sont pas les mots d'un homme qui bâtit la vérité. C'est le langage d'un homme qui se garde des options. Les épaules de Lorraine tremblèrent, alors qu'est-ce que je suis censé faire? Je porte son enfant. Je ne peux pas défaire ça. Le regard d'Émilie s'adoucit légèrement. Pas de la pitié. Juste la réalité. Tu te concentres sur toi-même et sur ton bébé. Tu prends ton propre avocat. Tu protèges tes intérêts. Ne compte pas sur ses promesses. Lorraine hocha lentement la tête. Je pense qu'il essaiera de me convaincre que tu es le problème, dit-elle, que tu rends les choses difficiles. Les lèvres d'Émilie se pincèrent. Il essaiera de nous diviser, dit-elle. Parce que c'est plus facile de contrôler deux femmes qui ne se parlent pas. Lorraine la regarda fixement, la vérité s'installant. Alors tu veux qu'on continue à se parler? Émilie hésita, puis hocha la tête. Pas comme des amis, pas comme une sororité forcée, mais comme deux femmes liées à la même situation. Nous pouvons partager des faits, nous pouvons nous protéger de ces petits jeux. Lorraine laissa échapper un souffle tremblant. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça. Je ne m'attendais à rien de tout ça, répondit Émilie. Elles restèrent assises tranquillement à nouveau. Le café bourdonnait de la vie ordinaire autour d'elle. Des gens commandant des boissons, riant, lisant sur des ordinateurs portables. Émilie se sentit étrangement ancrée par cette normalité. Comme si cela lui rappelait qu'elle pouvait survivre à cela parce que le monde ne s'arrêtait pas quand un mariage se brisait. Lorraine regarda Émilie avec une honnêteté douloureuse. Je suis désolée, dit-elle encore. Je suis désolée de l'avoir cru. Je suis désolée de ne pas avoir creusé davantage. Émilie hocha la tête une fois. Et je suis désolée que tu sois là-dedans, dit-elle, parce que peu importe les choix que tu as faits, c'est lui qui était marié. C'est lui qui avait la responsabilité. Les yeux de Lorraine se remplirent à nouveau. Il n'arrête pas de m'appeler, avoua-t-elle. Depuis que tu l'as quitté, il panique. Le ton d'Émilie resta plat. Laisse-le paniquer. Lorraine eut un petit rire brisé. Tu es plus forte que je ne le pensais. Émilie baissa les yeux vers sa tasse. Je ne suis pas forte, dit-elle. Je suis juste réveillée. Quand elles se levèrent pour partir, Lorraine hésita. Émilie, dit-elle doucement.
S'il essaie de déformer les choses, s'il ment sur ce qui s'est passé ici. Documente tout. Émilie l'interrompit. SMS, appel, tout. Plus de conversations privées. Plus de « fais-moi confiance ». Si c'est important, ça doit être par écrit. Lorraine hocha la tête, prenant ce conseil comme une bouée de sauvetage. D'accord. Émilie sortit du café et vit la voiture de Anna qui attendait de l'autre côté de la rue. Dès qu'elle monta, Anna se tourna vers elle, le regard interrogateur. Comment ça s'est passé? Émilie fixa droit devant elle à travers le pare-brise. Il nous a menti à toutes les deux, dit-elle doucement. Exactement comme je le pensais. La mâchoire de Anna se crispa. J'espère que tu as fini d'être gentille. La voix d'Émilie était calme. Il ne s'agit pas d'être gentille, il s'agit d'être intelligente. Sur le chemin du retour, Émilie posa une main sur son ventre. Le bébé était encore un secret pour la plus grande partie du monde, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'avait plus l'impression de se noyer. Elle avait l'impression de construire un radeau, pièce par pièce, décision par décision. L'avocate d'Émilie s'appelait Madame Patel, le regard vif et calme, avec une voix qui ne s'élevait jamais mais qui faisait toujours mouche. Le bureau sentait le papier propre et la cire au citron. Émilie était assise, un dossier sur les genoux. Des photos, des captures d'écran, une chronologie qu'elle avait tapée tard dans la nuit quand elle ne pouvait pas dormir. Madame Patel examina le tout sans tressaillir. Quand elle leva enfin les yeux, son expression était inébranlable. « Vous faites la bonne chose, dit-elle. Pas parce que vous voulez le punir, mais parce que vous voulez de la stabilité. » Émilie hocha la tête. « Je ne veux pas de drame, dit-elle. Je veux juste la paix. » La paix se construit, répondit Madame Patel. Elle n'est pas accordée. Elle tapota le dossier d'Émilie. Ce dossier aide beaucoup. Émilie signa des papiers pour entamer une séparation officielle. Elle fixa des limites claires. Jason ne pouvait la contacter que par email pour tout ce qui concernait la logistique. Pas de passage à l'improviste. Pas de visite surprise. Pas de monologues émotionnels sur le pas de la porte. Madame Patel l'aida à rédiger le message. Émilie le relut avant de l'envoyer, s'assurant que chaque ligne était ferme et nette. Lorsqu'elle appuya sur envoyer, elle ressentit un étrange soulagement, comme si elle avait enfin mis un verrou sur une porte restée ouverte trop longtemps. Jason ne le prit pas bien, il envoya un email, puis appela de toute façon. Émilie regarda le téléphone sonner et ne répondit pas. Il apparut une fois devant l'immeuble de Anna, se tenant près du portail avec ce visage suppliant familier. Anna sortit la première, le bloquant avec son corps comme un mur. Émilie regardait par la fenêtre. Elle n'entendait pas tout, mais elle voyait la posture de Anna, immobile, inflexible. Les mains de Jason bougeaient pendant qu'il parlait, frénétiques. Les bras de Anna restèrent croisés. Finalement, Jason baissa la tête et s'éloigna. À l'intérieur, Anna se tourna vers Émilie. Il pense que les larmes sont une monnaie d'échange, marmonna-t-elle. Comme si à force de pleurer, tu allais le payer avec ton pardon. La voix d'Émilie était basse. Je m'adoucissais quand il pleurait. Anna s'assit à côté d'elle, plus maintenant. Émilie commença une thérapie 2 jours plus tard. Elle n'y allait pas parce qu'elle voulait passer à autre chose rapidement. Elle y allait parce qu'elle sentait que la trahison essayait de modifier la façon dont elle se percevait. Dans le bureau de la thérapeute, elle parla d'abord avec prudence, comme si elle manipulait du verre délicat. Je n'arrête pas de le rejouer dans ma tête, avoua-t-elle. Toutes les nuits où il est rentré tard. Tous les jours où je me suis reproché d'être stressée, de ne pas être assez amusante. Je n'arrête pas de penser, n'étais-je pas assez? La thérapeute, le docteur Moore, écoutait avec cette sorte de patience qui ne brusque pas la douleur. Ces choix ne sont pas une preuve de votre valeur, dit-elle doucement. Ils sont la preuve de son caractère. Émilie déglutit difficilement. Mais je lui ai fait confiance, et maintenant je me sens stupide. Faire confiance n'est pas de la stupidité, répondit le docteur Moore. C'est du courage. La trahison ne réécrit pas qui vous êtes. Elle révèle qui il est. Émilie pleura alors. Des larmes profondes et silencieuses qui lui semblaient avoir été piégées sous ses côtes. Quand elle quitta la séance, elle s'assit dans sa voiture et respira, la main sur son ventre. Ça va aller, murmura-t-elle.
Non pas parce qu'elle en était certaine, mais parce qu'elle avait besoin de commencer à s'en imprégner jusqu'à la moelle. Elle commença à reconstruire ses journées avec intention. Elle retourna à l'école, disant seulement à ses collègues qu'elle gérait des problèmes personnels. Elle se concentra sur ses élèves, les petits visages et l'énergie débordante qui lui rappelaient que la vie continuait d'avancer. Pendant les pauses déjeuner, elle mangeait des fruits, buvait de l'eau, prenait des vitamines prénatales. Elle honorait ses rendez-vous médicaux. Elle faisait de douces promenades le soir avec Anna quand l'air se rafraîchissait. Chaque étape pratique ressemblait à une brique posée dans de nouvelles fondations. Jason continua de forcer les choses. Des emails apparurent avec des objets comme « S'il te plaît » ou « On doit parler ou tu me manques ». Emily ne répondait que si nécessaire et uniquement avec un langage mesuré. Quand il essayait de reporter la faute, en disant « Tu es froide, tu me fermes la porte », Emily ne discutait pas. Elle écrivait simplement « La communication concernant le bébé se fera par les voies légales, comme convenu ». Un soir, il envoya un email qui manqua de la faire craquer. « Je ne suis pas un monstre. J'ai fait des erreurs. Ne me transforme pas en quelqu'un que je ne suis pas. » Emily fixa l'écran, la colère montant. Elle tapa une réponse, l'effaça, tapa encore, effaça de nouveau. Puis elle ferma son ordinateur portable. Anna, qui l'observait depuis le canapé, dit « Ne le laisse pas réécrire l'histoire. » La voix d'Emily était tendue. Il agit comme si c'était moi qui étais cruel. Anna se pencha en avant. C'est ce que font les gens quand ils ne peuvent pas faire face à ce qu'ils ont fait. Ils essaient de faire passer tes limites pour une punition. Emily hocha lentement la tête, la vérité l'apaisant. Elle parla aussi brièvement à Lorraine par SMS. Lorraine avait engagé son propre avocat. Jason avait apparemment oscillé entre les promesses et la colère avec elle aussi. Un message de Lorraine disait « Il m'a dit que tu essayais de le détruire. » Emily répondit « C'est un mensonge. J'essaie de me protéger. Protège ta paix aussi. Garde tout par écrit. » Lorraine répondit « Je le ferai. » Merci. Emily ne célébrait pas ce contact, mais elle se sentait plus stable en sachant que le brouillard du secret avait disparu. Jason ne pouvait pas jouer sur les deux tableaux aussi facilement quand les deux femmes étaient éveillées. Lors de sa première échographie, Emily était allongée sur la table avec du gel sur le ventre, Anna lui tenant la main. L'écran montra un petit scintillement. Emily fondit de nouveau en larmes, mais c'étaient des larmes différentes. La technicienne sourit doucement. « Rythme cardiaque fort », dit-elle. La voix d'Emily trembla. « Salut », murmura-t-elle comme si le bébé pouvait l'entendre. « Je suis là. » Après, sur le parking, Anna essuya les joues d'Emily avec son pouce. « Tu vois, dit-elle, c'est réel. C'est à toi. » Emily hocha la tête, submergée. « Je n'arrive pas à croire que j'ai failli perdre ma joie à cause de lui, » murmura-t-elle. Les yeux de Anna se durcirent. « Ne lui donne pas autant de pouvoir. » Emily prit une profonde inspiration. « Je ne le ferai pas, dit-elle. » Dans les semaines qui suivirent, Emily renoua avec des personnes dont elle s'était éloignée sans le vouloir. Sa meilleure amie, Tessa, passa avec des plats à emporter et s'assit à la table de la cuisine, écoutant sans interrompre, les yeux écarquillés par une colère protectrice. Quand Emily eut terminé, Tessa frappa la table de la main. « Il va apprendre ce que c'est que des conséquences, » dit-elle. Emily secoua la tête. « Je ne cherche pas à me venger. » Tessa se pencha. « Tu n'as pas besoin de chercher à te venger pour que les conséquences existent. C'est lui qui les a créées. » Ces mots restèrent gravés en Emily. Ses parents vinrent la voir, dévastés et furieux à parts égales. Sa mère tint son visage entre ses mains comme si elle était encore une enfant. « Tu aurais dû nous le dire plus tôt, » murmura-t-elle. La voix d'Emily se brisa. J'essayais de rester forte. La mâchoire de son père se serra. « Être fort ne veut pas dire être seul, » dit-il doucement. « Nous sommes là. » Cette nuit-là, Emily était allongée dans le lit de la chambre d'amis de Anna, écoutant les doux bruits de la ville à l'extérieur. Son téléphone vibra de nouveau. Jason, elle ne regarda pas. Elle le tourna face contre table et le rangea dans un tiroir. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une minute entière de silence dans sa poitrine. Pas du vide. De l'espace. Elle commençait à comprendre que reprendre le pouvoir n'avait rien de dramatique.
C'étaient des décisions tranquilles répétées quotidiennement. C'était de dire non et de le penser vraiment. C'était choisir le repos au lieu du chaos. C'était construire une vie où elle n'avait pas à supplier quelqu'un d'être honnête. Au moment où ses papiers de séparation furent en cours et que sa routine sembla stable, Émilie remarqua quelque chose de surprenant. Elle pouvait respirer de nouveau. La douleur était toujours là, mais elle ne contrôlait plus chacun de ses pas. Elle pouvait rire de petites choses. Elle pouvait planifier les couleurs de la chambre de son bébé sans ressentir de culpabilité. Elle pouvait imaginer un avenir qui n'incluait pas la voix de Jason en fond sonore. Un après-midi, après l'école, elle se tint sur le pas de la porte d'un magasin pour bébés, fixant de minuscules chaussettes alignées en rangées parfaites. Pendant un instant, le chagrin remonta. Ce n'était pas ainsi qu'elle l'avait imaginé. Puis elle posa la main sur son ventre et choisit quand même un petit paquet de body. Dans la voiture, elle garda le sac sur ses genoux et murmura « Nous allons créer notre propre genre de complétude ». Et dans cette phrase, elle sentit la vérité de sa nouvelle vie. Pas parfaite, pas sans douleur, mais stable, bâtie sur la réalité, pas sur une illusion. La vérité n'explosa pas en un moment dramatique. Elle fuitait, lentement, inexorablement. À travers les coutures de la vie que Jason avait essayé de rafistoler avec des demi-vérités et des silences commodes. Cela commença par de petits changements qu'Émilie remarquait de loin. Un collègue qui saluait chaleureusement Jason lors des 1 ou 2 événements professionnels auxquels elle avait assisté auparavant évitait maintenant de croiser son regard quand elle le rencontrait à l'épicerie. Un ami commun qui envoyait autrefois des SMS à Jason pour des résultats de football commença à envoyer des messages à Émilie à la place, demandant « Comment vas-tu vraiment ?» avec une douceur qui montrait clairement qu'il savait déjà. Émilie n'annonça rien. Elle ne publia rien, ne se plaignit pas, ne chercha pas la sympathie. Mais les mots de Hannah étaient justes. Les conséquences n'avaient pas besoin d'invitation. Elles arrivaient simplement quand les mensonges ne pouvaient plus être contenus. Un après-midi, Émilie quittait l'école quand la réceptionniste l'appela. « Émilie, il y a quelqu'un ici qui demande à te voir. Il dit que c'est urgent. » Son estomac se noua avant même qu'elle ne demande. « Qui ?» Jason. Émilie ferma les yeux une demi-seconde, pour se ressaisir. Elle avait fixé une limite claire. Email uniquement, sauf en cas d'urgence liée au bébé. Et même alors, cela passait par les canaux convenus. Elle marcha jusqu'à l'accueil et le vit se tenant là, se tordant les mains, balayant le couloir du regard comme s'il craignait qu'on le jette dehors. Il avait l'air pire qu'avant. Les joues creusées, le costume froissé, les yeux trop brillants de panique. « Émilie, s'il te plaît, » dit-il en faisant un pas en avant. Elle leva la main, l'arrêtant net. Sa voix resta contrôlée. « Tu ne peux pas venir ici. J'ai juste besoin de 5 minutes, supplia-t-il. Je n'essaie pas de causer des problèmes. Je veux juste, des choses se passent. » Le regard d'Émilie ne s'adoucit pas Email. Ses yeux regardèrent autour de lui. « Tout le monde sait, » murmura-t-il. « Au travail, il parle. J'ai été convoqué par les RH, ils m'ont posé des questions sur la situation. » La poitrine d'Émilie se souleva et s'abaissa lentement. « Ça ne relève pas de ma responsabilité. » Lorraine a démissionné, lâcha-t-il, comme si cela allait émouvoir le cœur d'Émilie. Elle est partie, elle me rejette la faute. Elle dit aux gens que je lui ai menti. Émilie le regarda fixement. « Est-ce que tu lui as menti ?» La bouche de Jason s'ouvrit et se ferma. Il baissa les yeux. « Oui. » Émilie hocha la tête. Alors elle dit la vérité. Sa voix se brisa. Il s'approcha légèrement, pas de manière agressive, juste ferme. « Jason, tu n'es pas en train de tout perdre. Tu fais face à ce que tu as construit. Il y a une différence. » Il déglutit péniblement. « S'il te plaît, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me dises quoi faire. » Les yeux d'Émilie restèrent droits. « Tu as besoin d'un thérapeute et d'un avocat, pas de moi. » Ses épaules s'affaissèrent. « Tu es si froide maintenant. » Émilie ne tressaillit pas face à cette tentative de la culpabiliser. « Non, je suis lucide maintenant. » Quelques professeurs passèrent, jetant un coup d'œil à Jason avec un malaise poli. Émilie sentit sa peau picoter, non pas de honte, mais d'irritation. Du fait qu'il l'avait forcée à gérer son désordre sur son lieu de travail. Elle baissa la voix. «
part. Tout de suite. Les yeux de Jason s'embuèrent. Tu me manques. Le cœur d'Émilie se serra, mais elle tint bon. Que je te manque n'efface pas ce que tu as fait. Elle fit une pause. Tu as des droits en tant que père. C'est tout. Tout le reste passe par la procédure. Jason eut l'air sur le point de s'effondrer. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. La voix d'Émilie se fit encore plus douce. L'intention n'efface pas l'impact. Il resta là un instant de plus, comme un homme attendant la permission de retourner à une vie qui ne lui appartenait plus. Puis il se retourna et sortit, les épaules voûtées, se déplaçant comme si le poids sur son dos était enfin devenu visible. Ce soir-là, Émilie était assise à la table de la cuisine de Hannah avec une tasse de thé chaud et écoutait Tessa lire des messages de leur cercle plus large. « Mon cousin travaille dans l'immeuble de Jason, dit Tessa. Les yeux plissés. Apparemment, les gens sont dégoûtés, non pas parce qu'il a trompé sa femme. Malheureusement, les gens entendent ça tout le temps, mais parce qu'il s'est joué de vous deux alors que vous étiez toutes les deux enceintes. Émilie regardait son thé. Je ne voulais pas impliquer les gens. Hannah haussa les épaules. Tu ne les as pas impliqués. Lui l'a fait. Les mensonges font du bruit quand ils s'effondrent. Le téléphone d'Émilie vibra avec un email. Jason encore. L'objet disait, s'il te plaît, ne me déteste pas. Hannah la regardait. Ne l'ouvre pas si tu n'es pas prête. Émilie ne l'ouvrit pas. Elle le transféra à Madame Patel comme conseiller et reposa le téléphone sur la table. Plus tard, Émilie se rendit seule à son rendez-vous prénatal. L'infirmière la salua chaleureusement, puis lui demanda gentiment, « Beaucoup de stress ces derniers temps ?» Émilie hésita, puis dit, « Une séparation. » L'infirmière hocha la tête avec compréhension. « Nous allons vous garder à l'œil. Dormez quand vous le pouvez. Mangez quand vous le pouvez. » En rentrant chez elle, Émilie réalisa quelque chose d'important. La panique de Jason n'était plus son urgence. Sa réputation n'était pas son fardeau. Elle pouvait reconnaître la tristesse de ce qui s'était passé sans absorber les conséquences qui lui étaient destinées. Quand elle arriva à l'immeuble de Hannah, elle sortit de la voiture, leva le menton vers le ciel du soir, et s'autorisa à ressentir une petite fierté constante. Elle ne se battait pas pour se venger. Elle se battait pour la paix, et la paix commençait enfin à devenir réelle. Lorsqu'Émilie atteignit son 3e trimestre, la forme de sa nouvelle vie lui était devenue familière. Pas facile, familière. Elle avait emménagé dans un modeste appartement de 2 chambres plus près de Hannah et de ses parents, un endroit avec une lumière chaude et des voisins discrets. Hannah et Tessa l'aidèrent à porter les cartons et à monter les meubles. Son père installa de nouvelles serrures sans qu'on le lui demande. Sa mère lava les minuscules vêtements de bébé avec des mains soigneuses, les pliant en piles nettes, comme si elle construisait un avenir avec chaque pli. Le plan de coparentalité prit des semaines de courriel, de révision, et de formulation prudente. Émilie exigea de la structure, des visites programmées après l'arrivée du bébé, des responsabilités claires, aucun changement de dernière minute, et une communication via une application de coparentalité recommandée par son avocate. Jason résista d'abord, trouvant cela trop formel, disant que cela le faisait se sentir comme un criminel. Émilie garda un ton ferme dans chaque réponse. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Un après-midi, Jason demanda une réunion en présence de leurs avocats. Émilie accepta, choisissant une salle de conférence dans le bureau de Madame Patel. Jason arriva, l'air abattu. Son assurance habituelle avait disparu. Il s'assit en face d'Émilie, les yeux baissés. Madame Patel prit la parole en premier. Nous sommes ici pour confirmer les conditions finales, y compris le calendrier de garde et le soutien financier. Jason s'éclaircit la voix. Je veux être impliqué. Je veux bien faire les choses. Émilie le regarda. Alors fais-le de manière constante. Ses yeux se levèrent un instant. J'essaie. Émilie ne discuta pas. Elle fit glisser un document dactylographié vers lui. Une liste des limites parentales qu'elle avait rédigée après la thérapie. Ce n'était pas juridiquement contraignant, mais c'était clair. Ne pas parler négativement de l'autre mère devant les enfants. Pas de présentation soudaine de nouveaux partenaires. Ne pas utiliser les cadeaux comme moyen de pression. Aucune manipulation émotionnelle. Jason le lut lentement, le visage tendu.
Penses-tu vraiment que je ferais ça? La voix d'Émilie resta calme. Je pense que tu me l'as fait pendant 1 an, donc je ne laisse plus rien au hasard. Il y eut un silence. Les épaules de Jason s'affaissèrent. D'accord, dit-il doucement. D'accord. Quand le travail d'Émilie commença, ce ne fut pas dramatique. Ce fut douloureux, long et réel. Sa mère lui tenait une main, Anna tenait l'autre, et Tessa faisait les 100 pas dans le couloir comme un garde protecteur. Émilie avait prévenu Jason quand elle était partie à l'hôpital, conformément au plan, mais elle ne l'autorisa pas à entrer dans la salle d'accouchement. Elle ne le fit pas par cruauté. Elle le fit, parce qu'elle avait besoin de sécurité à ce moment-là. Des heures plus tard, quand sa fille arriva enfin, Émilie pleura d'une façon qui ressemblait au relâchement de mois de tension accumulée. Le minuscule visage du bébé était rouge et fripé. Ses mains s'agitaient, ses pleurs étaient vigoureux. Émilie pressa son front contre la tête de sa fille et murmura « Salut, je suis ta maman. Je suis là. » Le lendemain matin, Jason vint pour une brève visite supervisée, comme convenu. Il entra dans la chambre d'hôpital lentement, les yeux fixés sur le bébé dans les bras d'Émilie. Il avait l'air stupéfait, comme si la réalité de la paternité avait enfin percé le brouillard de son propre égoïsme. « Elle est magnifique, murmura-t-il. La voix d'Émilie fut douce mais ferme. Elle s'appelle Ava. Jason hocha la tête, déglutissant péniblement. Ava, répéta-t-il, comme si le prononcer prudemment pouvait le rendre digne d'elle. Il s'approcha, les mains tremblantes. Est-ce que je peux? Émilie regarda sa mère, puis de nouveau Jason. Elle se déplaça légèrement et lui permit de tenir Ava, mais seulement après qu'il se fut lavé les mains et se fut assis. Jason la berça maladroitement, les yeux humides. Je suis désolé, murmura-t-il, en regardant le bébé. Je suis tellement désolé. Émilie ne répondit pas à l'excuse. Elle l'observa, le cœur partagé. Elle pouvait voir de l'amour sur son visage, mais l'amour seul n'était pas du caractère. L'amour n'empêchait pas la trahison. Après 10 minutes, Jason rendit Ava délicatement. Il regarda Émilie comme s'il voulait en dire plus, comme s'il voulait une porte d'entrée pour revenir dans sa vie. Émilie ne la lui donna pas, et le plan de Madame Patel fonctionna. Les visites restèrent programmées. La communication resta limitée. Émilie rentra chez elle avec sa fille, entourée de soutien, pas d'incertitude. Les tétées nocturnes étaient épuisantes, mais il y avait une joie tranquille dans la routine. Anna venait pour permettre à Émilie de faire une sieste. Sa mère préparait des repas et laissait des boîtes dans le réfrigérateur. Tessa passait avec des couches, des blagues, et un amour féroce qui permettait à Émilie de se sentir soutenue. Par une soirée particulièrement calme, Émilie berçait Ava près de la fenêtre, regardant briller les lampadaires. La respiration du bébé était douce contre sa poitrine. Émilie réalisa qu'elle n'attendait plus rien désormais. Pas d'attendre que Jason change. Pas d'attendre que la vie redevienne comme avant. Elle vivait tournée vers l'avenir. Elle construisait un foyer défini par la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, sa poitrine semblait apaisée. Émilie reprit son journal dans les semaines qui suivirent la naissance d'Ava, non pas parce qu'elle se noyait, mais parce qu'elle voulait se souvenir de ce qu'il lui avait fallu pour survivre. Les pages qui contenaient autrefois le choc brut renfermaient désormais de petites victoires. Aujourd'hui j'ai souri sans me forcer. Aujourd'hui Ava m'a attrapé le doigt. Aujourd'hui je suis passé devant un couple qui se tenait la main et je ne me suis pas senti brisé. Juste consciente. Un après-midi, pendant qu'Ava dormait dans son couffin, Émilie s'assit à la table avec un stylo et relut les premières entrées. Les premiers mots étaient saccadés par la douleur. Elle se souvenait de les avoir écrits avec des mains tremblantes, sans savoir ce qu'elle allait devenir. Maintenant, elle pouvait voir le changement dans sa propre écriture. Toujours les mêmes lettres, mais plus assurées. Plus certaines. Anna passa avec des courses et trouva Émilie fixant le journal ouvert. « Ça va » demanda-t-elle. Émilie hocha lentement la tête. « J'assimile les choses d'une manière différente maintenant. » Anna posa les sacs et s'appuya sur le comptoir. « Tu as l'air plus légère. » Émilie eut un petit sourire. « Je me sens plus lucide. » Jason s'en tint au planning. Il y eut des moments où il essaya d'assouplir les limites, de petits commentaires comme on pourrait prendre un café un de ces jours, ou peut-être qu'on pourrait parler comme au bon vieux temps. Émilie ne répondait pas à ces phrases.
Elle redirigeait à chaque fois. Utilise l'application. Suis le plan. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la constance. La thérapeute lui avait dit, les limites ne sont pas des murs pour punir les autres. Ce sont des clôtures qui protègent ce qui est précieux. Émilie l'avait pris très au sérieux. Lorraine déménagea hors de la ville, pas très loin, mais assez pour créer de la distance. Émilie ne connaissait pas les détails. Seulement ce que Lorraine partageait dans de brèves nouvelles. Je m'installe. Je me concentre sur le bébé. J'en ai fini avec le chaos. Émilie respectait cela. Leur contact devint rare, principalement logistique lorsque cela touchait la réalité partagée de leurs enfants. Il n'y avait pas de fausse amitié, pas de proximité forcée. Juste deux femmes refusant d'être à nouveau utilisées comme des pions. Les mois passèrent. Émilie s'adapta à la maternité, au travail, au nouveau rythme de sa vie. Elle apprit à apaiser les pleurs d'Ava, à distinguer la faim de la fatigue, à accepter de l'aide sans honte. Elle apprit aussi quelque chose de plus profond. La trahison ne devait pas définir le reste de son histoire. Cela pouvait être un chapitre. Douloureux, mais pas permanent. Un dimanche matin, Émilie rendit visite à ses parents avec Ava. Son père tenait le bébé, faisant de douces grimaces jusqu'à ce qu'Ava le regarde comme s'il était la chose la plus fascinante du monde. Émilie les regardait et sentait sa gorge se serrer, non pas de tristesse mais de gratitude. Sa mère vint se placer à côté d'elle. « Tu t'en es bien sortie » dit-elle doucement. Émilie cligna des yeux. « Je n'avais pas l'impression de bien m'en sortir. » Sa mère lui toucha l'épaule. « C'est parce que tu le faisais, tu ne le regardais pas. Mais nous avons vu. Tu as gardé ta dignité. Tu as gardé ta raison. Tu as protégé ton enfant. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. « Je suis encore en colère parfois, avoua-t-elle. Pas tous les jours, mais certains jours. » Sa mère hocha la tête. « La colère est le signe que tu sais que tu mérites mieux. » Cette nuit-là, après qu'Ava se fût endormie, Émilie rouvrit son journal et écrivit un dernier mot. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle était prête à refermer la blessure sans prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Elle écrivit, « Ava, tu es née dans une tempête, mais tu grandiras dans la paix. Je n'ai pas eu le mariage que je pensais avoir, mais j'ai eu la vérité, et la vérité m'a rendu ma vie. Je te promets que tu ne me verras jamais me rabaisser pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. » Elle fit une pause, puis ajouta lentement la dernière ligne. « Tu as été la lumière dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Émilie ferma le journal et posa sa main sur la couverture, respirant le calme de sa maison. Le silence ne semblait plus vide, il semblait sûr. Elle entra dans la chambre d'Ava, se tint au-dessus du berceau et regarda sa fille dormir. Sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, son visage doux et calme. Émilie sentit une force ancrée se répandre en elle. Pas bruyante, pas théâtrale, juste réelle. Elle éteignit la lumière et redescendit le couloir sans un regard en arrière pour la vie qui avait brisé sa confiance. Elle n'était pas une victime piégée dans le passé. Elle était une mère avançant vers l'avenir, stable et éveillée, construisant un futur fait d'honnêteté et de paix. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.